L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bienvenue donc sur Radio Classique et Public Sénat avec Perrine Tarnaud. Nous recevons ce matin Harlem Désir, premier secrétaire du PS. Bonjour. Bonjour. Alors le Front de gauche a fêté hier à sa manière les 1 an de François Hollande, rassemblement contre la politique du président et du gouvernement place de la Bastille à Paris. Jean-Luc Mélenchon qui ne mâche pas ses mots hier dans le Parisien notamment, il a dit d'Hollande, il met le curseur à la droite extrême de son parti, il tranche en faveur des intérêts de la finance. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va trop loin selon vous? Mais surtout, c'est faux. Depuis 1 an, François Hollande fait face à la réalité d'un pays qui est en crise et qui avait été abîmé par 10 ans de politique qui ont aggravé nos déficits, la désindustrialisation. Il a fallu désarcoïser à certains égards le pays. Il a fallu arrêter une hémorragie des emplois industriels, une hémorragie en matière de comptes publics, une hémorragie en matière d'école. Il a fallu engager une réparation en même temps que préparer le socle du changement. Et donc Jean-Luc Mélenchon fait comme si on pouvait s'extraire de ce bilan, comme si la droite n'avait pas une part de responsabilité. Moi j'ai été frappé hier dans son intervention par le fait qu'il ne fasse porter aucune responsabilité ni à la droite ni à l'extrême droite dans la situation du pays. Mais il dit, nous ne voulons pas la finance au pouvoir. Est-ce que vous considérez que François Hollande, effectivement, mène une politique plutôt à la droite de la gauche? Mais quand François Hollande fait la loi de séparation bancaire, quand il crée la banque publique d'investissement pour orienter les financements vers les petites et moyennes entreprises, quand nous donnons la priorité à l'investissement dans le logement, quand nous faisons en sorte que on prépare l'avenir en investissant dans l'école, en réembauchant et reformant des enseignants, 60 000 enseignants, 40 000 dès cette année 2013. C'est tout le contraire de ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Le refus de l'austérité qui s'est exprimé hier, nous le partageons, mais la gauche ne peut pas être uniquement dans la revendication, elle doit être dans l'action. Il faut transformer les aspirations, les revendications sociales en loi, en réforme. Nous sommes la gauche qui agit concrètement pour répondre aux aspirations populaires. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a deux gauches qui sont un peu irréconciliables, celle qui était dans la rue hier aux côtés de Jean-Luc Mélenchon et puis celle qui soutient encore le gouvernement et sa politique? C'est peut-être le souhait de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est une impasse, parce qu'il y a une diversité à gauche. Mais moi je crois qu'il y a une attente de l'ensemble du peuple de gauche que François Hollande réussisse le changement et que la stratégie qui consisterait à espérer l'échec d'une partie de la gauche pourtant de moins pour que en moins l'autre... nombreux dans les sondages à croire en cette politique. C'est une période difficile. Comme tout gouvernant, François Hollande, le gouvernement ne peuvent pas être populaires dans une période où il y a encore la crise, où il y a encore le chômage, où les instruments que nous avons créés pour soutenir l'économie, pour soutenir l'emploi, les contrats de génération, les emplois d'avenir sont en train de monter en puissance. Donc ce dont nous avons besoin, c'est qu'ils déploient totalement justement leur efficacité, c'est qu'il y ait une accélération dans leur mise en œuvre, je pense en particulier aux emplois d'avenir, et nous avons besoin que l'ensemble de la gauche aide aujourd'hui à la réussite de cette politique. Mais on voit les Verts aussi sont de plus en plus critiques. Certains étaient aux côtés de Jean-Luc Mélenchon hier dans les manifestations. Est-ce qu'ils peuvent être à la fois très critiques vis-à-vis du gouvernement et appartenir au gouvernement? Europe Écologie Les Verts soutient le gouvernement. Il y avait Eva Joly, mais la majorité des parlementaires et des militants, des responsables d'Europe Écologie Les Verts soutiennent un gouvernement auquel ils participent avec Cécile Duflot en particulier. Harlem Désir, donc on le disait, ce sont les 1 an de François Hollande, record d'impopularité pour ce président, record de chômage, une situation difficile. L'homme seul, titre ce matin Libération. Hier à Souston, devant les jeunes socialistes, vous avez réclamé une accélération de la politique. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Oui, que nous avons posé le socle du changement et que maintenant il faut effectivement accélérer la mise en œuvre des dispositifs qui ont été créés. Ceux du soutien à l'économie avec la banque publique d'investissement et les aides qu'elle peut apporter au tissu des petites et moyennes entreprises. Ceux pour l'emploi, je l'évoquais, les emplois d'avenir en particulier, les contrats de génération. Et donc tous les outils sont sur la table. Vous reprenez l'expression de François Hollande. Oui, d'autres peuvent encore être créés. Le Premier ministre a annoncé hier comment nous allions investir dans un certain nombre de grandes filières d'avenir, le plan numérique. Je pense qu'il faut dans le domaine de la transition écologique aussi que nous accélérions parce que c'est de là que naîtront demain les innovations et les filières créatrices d'emplois. Et puis je vais vous dire, j'en ai assez du Hollande bashing. La réalité c'est que en 1 an, ce président de la République a engagé des réformes fondamentales
pour notre pays qui avait été totalement délaissé. Une réforme fiscale et une action courageuse de désendettement et de limite des dépenses publiques. Une réforme de la sécurisation de l'emploi et du marché du travail. Mais il y a un problème de lisibilité. Le soutien à l'école et la refondation de l'école et le soutien à la jeunesse. N'est-il pas un problème de lisibilité? Quand Manuel Valls dit hier, il faut assumer le cap social réformiste. Est-ce que ce n'est pas dire en creux finalement, on n'assume pas assez ce tournant que est en train d'accomplir la gauche? Il faut que la gauche assume davantage et explique davantage ce qu'elle fait. Nous sommes la gauche qui agit, la gauche concrète, la gauche qui se coltine aux réalités. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de Jean-Luc Mélenchon. Il ne suffit pas de constater la crise, il ne suffit pas de constater les aspirations et les revendications. Il faut transformer cela en action de réforme, de transformation de notre pays. C'est ce que nous avons engagé. Et effectivement, cette ligne réformiste, européenne, François Hollande a également posé le débat de la croissance en Europe. Nous venons enfin de desserrer les taux de l'austérité. Il faut maintenant qu'il y ait la mise en œuvre du plan de croissance qu'il a proposé dès le lendemain de son élection. Il faut que l'union bancaire, qui est encore bloquée, en partie d'ailleurs par les conservateurs en Allemagne, puisse réellement se mettre en œuvre. Il faut que la Banque centrale, qui a commencé à le faire depuis l'élection de François Hollande, intervienne davantage sur le marché de la dette pour que la spéculation soit cassée. Tout cela, en un an, c'est considérable. Mais quand vous dites assumer, c'est-à-dire appeler les choses par leur nom, un chat, il faut dire qu'on mène une politique social-démocrate ou social-libérale. Il faut parler aussi, prononcer les mots, peut-être rigueur aussi, quand il faut faire des économies, des efforts budgétaires. C'est une politique social-démocrate, même s'il y a des définitions différentes selon les pays. Ce n'est pas une politique social-libérale, c'est une politique de socialisme d'innovation, de réforme, d'innovation économique, d'innovation sociale, d'innovation démocratique. On l'a vu avec la conquête d'un nouveau droit, d'une nouvelle avancée de l'égalité, le droit au mariage pour tous. Donc c'est normal aussi que cette politique se heurte. D'abord, elle se heurte aux réalités de la crise qu'il faut surmonter. Elle se heurte à des conservatismes dans les réformes de société. Eh bien, dans ces circonstances, la gauche doit tenir son cap. Et elle doit effectivement assumer sa ligne. Est-ce que vous êtes choqué par l'affiche que l'UMP sort aujourd'hui? Ils organisent leur riposte sur les 1 an de François Hollande. Sur cette affiche, on voit François Hollande trempé et avec ce titre, l'échec. Oui, j'appelle l'UMP et François Fillon à la décence. C'est eux qui ont laissé le pays. Copé qui est à la tête de l'UMP. Et Jean-François Copé, évidemment. Mais j'entendais François Fillon prétendre donner la leçon. Il a été le Premier ministre d'un doublement des déficits publics, d'1 million de chômeurs supplémentaires en 5 ans. En 10 ans de pouvoir de l'UMP, la France a perdu 750 000 emplois industriels. L'UMP a été incapable de tirer le bilan de son échec, de faire un droit d'inventaire, de réellement comprendre pourquoi elle avait été rejetée par les Français. Elle a fracturé la société sous Nicolas Sarkozy en passant son temps à dresser une partie des Français les uns contre les autres et en allant même flirter avec les thèmes du Front National. Du coup, vous êtes choqué par cette affiche de l'UMP? J'ai l'impression que l'UMP veut tellement l'échec de François Hollande qu'elle finit par en souhaiter l'échec de la France. Ça faisait déjà longtemps qu'elle avait perdu le sens de l'intérêt général. Elle a aujourd'hui perdu le sens de l'intérêt national. Harlem Désir, revenons sur l'annonce, on va dire, de l'émission d'hier sur TF1, Jean-Marc Ayrault, qui n'exclut pas de vendre certaines participations, en tout cas des parties de participation dans des entreprises publiques, donc d'ouvrir la voie à des privatisations partielles. Vous trouvez que c'est une bonne idée, donc c'est pour relancer l'investissement? Bien, cela s'est déjà produit, y compris ces derniers mois. L'État peut tout à fait céder une part de ses participations dans des entreprises privées pour réinvestir, non pas pour combler les déficits, mais pour réinvestir dans des domaines stratégiques, tant que ça ne met en cause ni sa capacité à garder un contrôle dans les entreprises où il est présent au capital, ni le service public pour celles des entreprises qui pourraient être concernées. Je crois qu'il faut être pragmatique et que, comme l'a dit le Premier ministre, il y a un certain nombre de domaines, mais moi je pense également, je l'ai dit, à ceux qui sont liés à la transition écologique, au développement des énergies renouvelables, aux nouvelles technologies vertes. Oui, je crois qu'il y a des domaines dans lesquels l'État peut jouer un rôle de stratège et peut, par ses investissements ou en entrant au capital d'un certain nombre d'entreprises, aider à donner du dynamisme à ces secteurs, à ces filières d'avenir. En tout cas, vous avez un peu plus de lest, puisque Bruxelles donne 2 ans de plus à la France pour réduire le déficit à moins de 3% du PIB. Mais dans les Échos, ce matin, le ministre allemand des Finances met en garde, il faut poursuivre les réformes, dit-il. D'accord avec lui ? Bien, d'abord, vous savez que j'ai fait partie de ceux qui ont dit qu'il ne devait pas y avoir de dogme des 3%. Le désendettement
est un impératif pour des raisons de souveraineté économique et parce que nous avons besoin d'utiliser nos marges à autre chose qu'à rembourser les intérêts de la dette. Donc la politique irresponsable qui avait été menée les 5 dernières années, qui avait vu la dette exploser, ne peut pas se poursuivre. Et c'est pourquoi il a fallu effectivement engager un effort dans la justice sur le plan fiscal, mais un effort de désendettement. Mais le rythme du désendettement n'est pas le plus important, c'est la trajectoire qui compte. Et en période de récession, or la zone euro est en récession, on ne peut pas, en étouffant excessivement la dépense publique, prendre le risque d'aggraver la crise. Et donc nous avons plaidé pour cela, non seulement pour la France, en disant que nous le ferions à notre rythme, mais aussi pour les pays de la zone euro qui sont actuellement les plus durement touchés. Je pense en particulier aux pays d'Europe du Sud. Il faut donc que maintenant que l'étau a été desserré, que la bataille politique contre la politique d'austérité a permis de remporter une première victoire, c'est aussi une victoire politique pour François Hollande et pour les socialistes en Europe, il y ait un débat en Europe sur le soutien à l'investissement. Il faut que le pacte de croissance qu'a demandé François Hollande, c'est-à-dire l'orientation des fonds structurels, des fonds de la Banque européenne d'investissement, des produits de la taxe sur les transactions financières, permettent de relancer un certain nombre de grands projets européens. Avec un allié, donc l'Allemagne, qui continue de vous mettre en garde. Mais ça n'est pas une question de pays, c'est une question politique. C'est pourquoi d'ailleurs dans le débat que nous avons actuellement sur l'Europe, j'ai dit que la confrontation n'était pas vis-à-vis d'une personne, encore moins vis-à-vis d'un pays, l'Allemagne, qui est un partenaire, qui est un ami, mais vis-à-vis des conservateurs européens. Et donc il doit y avoir non pas une confrontation géographique entre Europe du Sud et Europe du Nord, mais une confrontation politique entre les progressistes qui veulent sortir de l'austérité et donner la priorité à la croissance et les conservateurs qui par l'austérité dressent les peuples contre l'Europe. Très brièvement, Jérôme Cahuzac, qui envisagerait de se représenter à la législative dans son département, même si il n'a pas repris automatiquement son siège de député. Quelle est votre réaction? Mais il avait dit lui-même qu'il tirait les leçons de ses mensonges et de la rupture qui s'était à ce moment-là installée entre les électeurs, les Français et lui-même, en raison de ses mensonges et en raison de la gravité donc il doit renoncer des faits. à se présenter. Et donc il serait